Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde digitale retransmise en direct sur le web et réalisée dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Nous allons parler aujourd'hui du déploiement de l'électromobilité dans les entreprises, c'est-à-dire du passage des flottes d'entreprises à des véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Nous sommes ensemble durant 1 heure et vous aurez tout le temps de poser vos questions durant cette table ronde et nos invités répondront à vos questions à la fin de nos débats. Alors, vous vous souvenez, on a dit, après le Covid, tout va changer, rien ne sera plus comme avant. Nos comportements vont s'adapter pour lutter contre le réchauffement climatique. Une conséquence de cette révolution en marche, c'est aujourd'hui l'envolée des ventes de véhicules hybrides et électriques en France. Les voitures électriques représentent aujourd'hui 7% du marché des immatriculations totales des voitures neuves en France sur les 4 premiers mois de l'année, contre un peu moins de 2% sur la même période il y a 2 ans. Cette marche en avant concerne les particuliers, bien évidemment, mais aussi les entreprises. De plus en plus, le renouvellement des parcs auto des entreprises tient compte de cette nouvelle donne de l'électromobilité, pour des raisons économiques, fiscales, mais aussi pour des raisons marketing, pour renforcer l'image de marque de l'entreprise, pour répondre aux attentes des salariés et bien évidemment pour des raisons écologiques, pour lutter contre le réchauffement de la planète. Au premier trimestre de cette année, les ventes de véhicules électriques ont ainsi augmenté de 25%. Alors le choix de l'électromobilité répond pour les entreprises également à la nécessité de se conformer à de nouvelles réglementations, de nouvelles contraintes qui sont par exemple l'instauration de zones à faible émission dans les grandes métropoles, lesquelles vont à plus ou moins long terme sans doute bannir les véhicules diesel de leur centre-ville. Mais elles répondent aussi à l'obligation qui est faite aux entreprises de grande taille de renouveler leur flotte avec des véhicules propres. Ce choix de l'électromobilité pour une entreprise est donc un choix qui engage sur le long terme, qui a des conséquences multiples et qui doit donc être mûrement réfléchi, avec à la clé de multiples questions, comme par exemple quel véhicule choisir, quelle autonomie, comment mettre en place ce projet, avec faut-il ou pas mobiliser ses salariés, qui décide, quels sont les investissements à prévoir et comment les rentabiliser. Pour répondre à toutes ces questions, je vais vous présenter immédiatement nos 3 invités qui seront avec nous ce matin. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, pour répondre à toutes ces questions, avec moi ce matin, j'ai 3 experts de l'électromobilité qui sont Nicolas Girardot, qui est responsable vente entreprise et grand compte de BMW Mini Pays de Loire Automobile. Bonjour Nicolas. Également Nicolas Oudot, qui est dirigeant de l'entreprise nantaise EL2D, une entreprise de services pour le bâtiment, qui a fait le choix de l'électromobilité pour une partie de sa flotte. Et donc, il va nous expliquer pourquoi, comment, quels avantages il y trouve. Et enfin, Laurent Petit, qui est chef du département marketing et business développement d'Alphabet France, qui est une société de location longue durée de véhicules et de gestion de flotte. Alors, pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, je vais d'abord me tourner vers vous, Nicolas Girardot, pour savoir, en gros, de quoi on parle. C'est quoi la différence entre un véhicule hybride rechargeable et électrique? Très simplement. Très simplement. Alors, les véhicules 100% électriques sont propulsés effectivement par un moteur électrique qui est alimenté par une batterie de très grande capacité qui va lui procurer une autonomie plutôt conséquente. 3 possibilités pour recharger le moteur électrique, effectivement les batteries du moins, la décélération, le freinage et effectivement la possibilité de le brancher sur des bornes ou sur des prises domestiques. L'hybride simple, c'est un moteur thermique couplé à un moteur électrique qui est alimenté, lui, par une batterie de faible capacité qui lui procure effectivement une autonomie électrique très faible. Possibilité de recharger également la batterie dans les phases de décélération et dans les phases de freinage. Et enfin, la version hybride rechargeable. Combine les deux ? Exactement, puisque elle va avoir toujours le moteur thermique, elle va avoir une batterie, mais de plus grande capacité, lui permettant d'avoir effectivement des autonomies beaucoup plus importantes, et possibilité de recharger toujours en phase de décélération, de freinage, et via des prises domestiques et des bornes. Alors, dans la gamme BMW, quelle est
quels sont les véhicules qui sont hybrides rechargeables, hybrides, électriques? Est-ce que les 3 motorisations équipent tous les modèles de votre gamme? Non, aujourd'hui BMW a fait le choix du 100% électrique et le choix de l'hybride rechargeable. On a aujourd'hui cette chance, et BMW effectivement avait intégré dans la gamme depuis pas mal d'années déjà. Quasiment toute la gamme est proposée en thermique, essence et en hybride rechargeable. Et l'électrique, effectivement, qui est arrivé chez nous grâce à la BMW i3, qui a été complété récemment par le iX3, et puis de futurs modèles arrivent dans les semaines, enfin dans les mois à venir. Et alors, vos clients qui viennent vous voir aujourd'hui avec quelque part l'envie de passer à l'électromobilité, j'entends vos clients entreprises, quelles sont les questions qu'ils vous posent, quelles sont leurs craintes, leurs attentes, leurs demandes? Les craintes aujourd'hui, effectivement, c'est toujours l'histoire de l'autonomie. C'est tout nouveau aujourd'hui, effectivement. Voilà, est-ce que je vais pouvoir trouver une borne de recharge? Est-ce que s'il y a une borne, est-ce qu'elle sera active? Est-ce qu'elle sera en service? Donc effectivement, la crainte majeure aujourd'hui, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est la première crainte. Est-ce Ouais. qu'il y a une réticence peut-être par rapport au changement? On en parlera sans doute plus longuement tout à l'heure avec Laurent. Il y a une petite crainte par rapport à devoir conduire un véhicule auquel on n'est pas forcément habitué? Non, parce qu'une hybride rechargeable ou une électrique se conduit de la même manière qu'un thermique classique. Pas de différence. C'est vraiment voilà, une essence, une diesel, on va à la pompe et ça, voilà, c'est ancré dans les mœurs depuis tellement longtemps. Là, effectivement, quand vous êtes par exemple sur une 100% électrique, il n'y a pas de choix que de se recharger ou via une prise domestique, ça c'est pas trop problématique, ou via des bornes. Donc effectivement, c'est vais-je trouver des bornes. L'hybride rechargeable, à la limite, réunit le meilleur des deux mondes puisque vous avez l'autonomie électrique avec effectivement le côté entre guillemets rassurant du moteur thermique. Où là, effectivement. Voilà. Donc on verra plus tard dans la table ronde, effectivement, sur quels critères on peut se décider à un moment ou à un autre, quand on est chef d'entreprise, pour un véhicule électrique ou un hybride rechargeable. Pardon. Tout à fait. Alors, Nicolas Oudot, vous êtes le dirigeant, donc je l'ai dit, de l'entreprise L2D, Oui, qui fait du service ça. au bâtiment. En 2 mots, votre entreprise, la taille, le nombre de salariés, votre activité? Ouais, donc Une entreprise nantaise. Hein. entreprise nantaise à Sainte-Luce-sur-Loire. On a une société créée en 1983 que j'ai repris en 2007. C'est une société qui aujourd'hui fait 150 salariés, va faire à peu près 15 millions de chiffre d'affaires en 2021. On est une société de services dans le bâtiment, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on fait des travaux d'installation, mais notre particularité, c'est qu'on fait 70% d'entretien maintenance. Donc c'est là où on est une société de services avant tout. C'est un vrai choix de notre part, c'est un choix de long terme vis-à-vis de notre clientèle. Les métiers, un principal qui est l'électricité, courant fort et courant faible. Voilà. Une partie de terrassement avec la création de réseaux extérieurs, de l'installation plomberie, climatisation, chauffage, et enfin une partie d'aménagement de second ordre avec placo, faux plafond, sol souple, aménagement de bureau. Quoi. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez fait le choix cette année de basculer une partie de votre flotte de véhicules, les véhicules particuliers, vous allez nous dire pour quel type de métier, Oui. quel salarié, à l'électrique, pardon. Oui. Pourquoi ce choix et comment c'est venu dans votre gestion d'entreprise? En fait, aujourd'hui, on a à peu près 120 véhicules, dont 25 véhicules de tourisme et le reste en utilitaire. Voilà. Donc, quand on regarde l'ensemble de la flotte, ça veut quand même dire qu'il y a 120 véhicules aujourd'hui qui tournent dans Nantes Métropole et qui émettent du CO2, voilà, et qui malheureusement ne contribuent pas à avoir une bonne qualité de l'air. À un moment, ça pose des problèmes de conscience, et on a tous, je pense, envie de faire quelque chose. Je pense que tout le monde, je pense qu'il y a 100% des gens aujourd'hui qui veulent une planète meilleure, et on veut se dire comment on fait. Moi, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis un jour, on s'est rencontré avec Nicolas Gérardot, on a trouvé des solutions pour commencer à électrifier la flotte. Voilà. Première préoccupation, donc plutôt écologique. Est-ce que c'est une préoccupation qui rejoignait les préoccupations de vos salariés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des salariés qui sont venus vous voir en vous disant est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la voiture électrique? Oui, un petit peu. Maintenant, dans une entreprise, les discussions restent quand même professionnelles. Donc, on reste sur notre métier, on avance, on court, on ne se pose pas trop ce genre de questions. Et puis, de temps en temps, vous avez des salariés qui disent enfin bon, il y a plein de bouchons, on pourrait peut-être mettre des trottinettes électriques ou peut-être des véhicules électriques à disposition. On commence à se poser ce genre de questions. Voilà. Et donc, le sujet arrive. Et puis,
comme tout chef d'entreprise, on a aussi un autre sujet qui est un sujet économique. On cherche toujours à donner des prix intéressants. Pour avoir des prix intéressants, il faut aussi avoir des coûts meilleurs. Et si on peut trouver des leviers des fois pour trouver des coûts meilleurs, c'est ce qu'on fait. Et on a essayé, et finalement, je pense qu'on a réussi à faire rencontrer ces deux problématiques. Alors, ce qui est intéressant, on le verra plus tard dans la discussion, mais c'est que contrairement à quelquefois des idées reçues qu'on peut avoir, là, le choix du véhicule électrique, c'est un choix économique qui vous permet de réduire vos coûts. Exactement. Alors, quel type de véhicule vous avez transformé, si je puis dire, en véhicule électrique? Pour quel métier, quel salarié? Comment vous avez fait le choix? Clairement, voilà, il faut être électrocompatible. Oui. Là, vous parlez des salariés ou des métiers? C'est un peu les deux, en fait. Voilà. C'est sûr qu'un camion, aujourd'hui, qui va avoir un chargement de plusieurs tonnes, c'est compliqué de le passer à l'électrique. Peut-être un jour. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, on s'est d'abord attaqué au plus facile, j'ai envie de dire, à nos véhicules légers. Et en fonction de salariés qui pouvaient le faire, parce qu'il y a quand même une contrainte, clairement. Hein. On a une autonomie qui est plus faible, il faut charger, on ne fait pas facilement... sans avoir de sueur, un aller-retour à Angers ou au Mans, voilà, donc c'est un peu plus complexe. Donc ça concerne quel type de salarié, quel métier, des gens Alors, qui font quoi? Du coup, plutôt les encadrants. Donc nous, ce sont les chargés d'affaires, éventuellement le bureau d'études, voilà, essentiellement des chargés d'affaires et conducteurs de travaux. Voilà. Et au total, combien de véhicules électriques? Alors, aujourd'hui, on a 12 véhicules électriques sur une flotte de 25 véhicules de tourisme. Voilà. Donc potentiellement, il y en avait 25 à passer. Et on a réussi à en passer 12. Voilà. Donc on verra dans la suite de la table ronde quels sont vos projets justement pour demain, comment ça va se passer. Laurent Petit, comment, quand une entreprise, quand un entrepreneur comme Nicolas veut basculer une partie de sa flotte électrique, comment est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit procéder? Est-ce qu'il y a une méthodologie précise pour avancer sur ce dossier? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole sur ce sujet qui est un sujet au cœur des préoccupations de nos clients aujourd'hui chez Alphabet. Non seulement il y a la raison que tu évoquais tout à l'heure, pour toi en tant que chef d'entreprise, d'avoir une responsabilité sociétale et environnementale pour la préservation du cadre de vie de l'agglomération dans laquelle tu es. C'est une excellente raison de passer à l'électromobilité. Néanmoins, il y a plein d'autres raisons qui peuvent engager une entreprise à passer à l'électromobilité. Néanmoins, il y a un plan, une espèce de plan d'action qu'on peut mettre en œuvre, et c'est tout le savoir-faire d'acteurs comme nous en charge de garantir la mobilité des collaborateurs de nos entreprises clientes que de le mettre en œuvre, d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Le premier sujet, c'est faire preuve d'ouverture et de dialogue. Faire preuve d'ouverture et de dialogue. Aujourd'hui, la LOM nous y contraint un peu avec l'obligation d'aborder dans les négociations annuelles obligatoires, d'évoquer le plan de mobilité au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'il se met en œuvre? Quelles sont les modalités de déplacement qui sont données par l'entreprise à ses collaborateurs afin de favoriser une mobilité plus responsable et moins émettrice de CO2. Ça, c'est vrai, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit non, son c'est pas activité. vrai. Alors, la loi d'orientation des mobilités, la loi d'orientation de la mobilité, elle s'adresse plutôt aux entreprises de taille moyenne. Je ne vais pas donner de palier ni de seuil. Néanmoins, c'est quelque chose c'est juste faire preuve de bon sens que d'ouvrir le dialogue avec ses collaborateurs pour comprendre comment est-ce qu'ils se déplacent, pourquoi est-ce qu'ils se déplacent, quels sont leurs usages de mobilité. Et c'est en fonction des usages de mobilité qui sont découverts avec les collaborateurs qu'on va pouvoir déterminer le potentiel d'électrification d'une flotte donnée. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas un potentiel d'électrification aujourd'hui parce que l'infrastructure de recharge, parce que l'autonomie des véhicules, parce que le métier, la nature même des déplacements des collaborateurs fait qu'on ne peut pas se déplacer avec un véhicule électrique. Donc ça, c'est une analyse qui est à mettre en œuvre. C'est une analyse sur laquelle vous pouvez compter sur Alphabet pour vous accompagner et être dans cette démarche de co-construction, de collaboration avec vos collaborateurs pour bien comprendre quels sont les enjeux et de quelle manière est-ce qu'on va devoir mettre en place ces différents éléments. Ça, cette première étape, elle dure combien de temps en gros dans une entreprise? C'est hyper variable. Aujourd'hui, on a des clients, et d'ailleurs on va avoir un webinar d'ici quelques semaines sur notre chaîne Webikeo Alphabet avec deux de nos clients. Qui ont eu une démarche assez longue dans le temps, puisque c'était entre 18 mois et 12 mois.
Néanmoins, aujourd'hui, avec notre recul et avec notre rapport d'expérience, on estime que sur une durée de 6 mois, faire l'analyse du parc, des usages, ouvrir les discussions avec l'ensemble des parties prenantes, c'est les CSE, c'est les collaborateurs, c'est la direction des achats, c'est le dirigeant qui vont donner cette impulsion à l'entreprise pour se convertir à l'électromobilité. Et ça peut aller très vite si tout le monde va dans le même sens. Et la meilleure solution, et c'est celle que tu as mis en œuvre, c'est que quelque part, tu as entraîné ce mouvement-là. Et à partir du moment où le mouvement vient du top management dans l'entreprise, on voit que la mise en place de l'électrification d'une flotte automobile est beaucoup plus simple. Ça veut dire, quand vous dites il faut donner le mouvement, ça veut dire qu'il faut donner l'exemple, il faut que le dirigeant il commence d'abord par rouler en véhicule électrique s'il veut basculer. Ça peut être sa une flotte. solution. Il y a d'autres solutions qui sont proposées et là on a la chance d'avoir un partenaire d'Alphabet avec Pays de Loire Auto. C'est aussi la mise à disposition de véhicules électriques dans les entreprises pour faire l'expérience de l'électromobilité. Je peux vous dire que, et moi c'est une vraie conviction que je porte, le jour où vous essayez un véhicule électrique qui correspond à vos usages, vous ne faites pas le chemin inverse. Alors question à Nicolas Girardot. Quand vous avez un client entreprise qui vient vous voir et qui se dit peut-être j'aimerais bien basculer une partie de ma flotte à l'électrique, vous faites ça? Vous prêtez des véhicules? Comment ça se passe? Je lui propose spontanément, parce qu'effectivement, il a toujours cette crainte de l'autonomie. Et donc, effectivement, il souhaite l'utiliser. Je lui propose effectivement de lui prêter pendant 1 jour ou 2 jours pour qu'il puisse l'utiliser sur ses trajets quotidiens, travail professionnel, usage uniquement pro, pour qu'il puisse se rendre compte effectivement si le véhicule est adapté à ses usages. Alors ça, Nicolas, vous roulez en électrique vous-même aujourd'hui? Vous aviez roulé auparavant quand vous avez bénéficié d'un prêt de véhicule? Alors non, moi j'ai commencé tout d'abord par l'hybride rechargeable. Ouais. Voilà. Alors je vais être clair, c'était le choix de l'hybride rechargeable à l'époque, il était uniquement fiscal, il n'y avait pas de TVS sur une voiture un peu imposante. Si vous êtes obligé de mettre un plus gros moteur et du coup vous vous retrouvez avec une TVS assez forte. Donc moi j'ai fait ce premier choix d'hybride rechargeable pour optimiser mes coûts, tout simplement. Le choix de l'électrique s'est fait vraiment avec frilosité la première fois, mais vraiment. Donc j'ai essayé une i3. Et puis on a dit on y va, c'est sur la voiture de mon épouse, c'était donc la deuxième voiture du foyer. On savait qu'on n'allait pas faire de grands kilomètres, au pire on allait faire 200 km dans la journée, donc ça tenait, voilà. Donc effectivement, mais à partir du moment où on a fait cette acquisition, par contre, il y a une certaine image qui est véhiculée dans l'entreprise, puisqu'on se retrouve à aller au travail avec un véhicule qui est électrique. Et là, on se dit, c'est quand même possible, parce qu'il vient quand même au bureau avec. Alors, bien sûr, il ne part pas sur un chantier à 500 km, mais bon, déjà, ça montre une autre image. Il y a eu de l'intérêt de la part des salariés? Ouais, alors c'est génial, parce qu'en fait, c'est ce qui donne la vie à l'entreprise, parce qu'on du coup, on a un nouveau sujet. Et un nouveau sujet comme ça met plein de débats, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est informé sur le sujet de l'électricité. Tout le monde écoute les émissions où on dit que c'est super, et puis en même temps, attention, parce que c'est pas aussi vert que ça. Si on prend le cycle complet du véhicule électrique, on sait très bien que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, on a des problèmes de terres rares, etc., de conditions de travail. Il y a plein de sujets. Voilà. En fait, je crois que le monde, il y a plein de leviers pour l'améliorer. Mais en tout cas, il y a des choses à essayer. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui est ressorti finalement des débats avec les salariés. Alors, c'est des débats informels, ça se passe à la machine à café. Mais c'est ce qui fait que petit à petit, on chemine. Et qu'à un moment, on se dit, on va peut-être essayer finalement. Voilà. On n'est pas angélique. On sait que le thermique, c'est pas non plus complètement mauvais. Faut pas stigmatiser ceux qui roulent en thermique. C'est pas du tout le cas, c'est très bon. Les véhicules thermiques aujourd'hui ne consomment pas beaucoup. Mais en tout cas, on est conscient d'un véhicule électrique, de ce que c'est, de ce que ça pollue réellement, de ce que ça apporte aussi en ville. Et en fonction des cas, oui, on a envie d'essayer. Et alors ça c'est important, Laurent, parce que ça lutte un peu contre les freins au changement qu'il peut y avoir chez les salariés dans une entreprise. Ça prouve que c'est possible. Et ça, vous dites, c'est quelque chose qu'il ne faut pas contourner. C'est très important de convaincre en fait ces salariés, c'est ça? Alors, ce que tu disais, c'est probablement la meilleure des méthodes. C'est l'informel, la discussion et l'ouverture du dirigeant qui va aller au contact de ses équipes et qui va faire comprendre ce que c'est l'expérience de l'électromobilité et expliquer et dialoguer sur quels sont les freins et quelles sont les opportunités que représentent ces nouvelles modalités de déplacement.
Et après, ça peut se faire de manière un peu plus formelle. Je parlais des négociations annuelles obligatoires tout à l'heure, mais ça peut être l'ouverture d'un dialogue pour le changement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez vous déplacer demain. C'est aussi une formidable opportunité pour se reposer la question des usages qui sont faits des véhicules dans l'entreprise. Est-ce que les véhicules que j'attribue aujourd'hui dans ma car policy, si elle est déterminée, ce sont les véhicules qui répondent aux usages de mes collaborateurs? Je vous prends un exemple tout simple. Je suis dans une agglomération qui va faire partie d'une ZFE. D'accord ? Je travaille dans le BTP. ZFE, zone à faible mobilité. Hein, à faible émission. Zone à faible émission. Je suis un installateur électrique à l'instar de ce que tu fais dans ton entreprise. Je vais faire comment pour me déplacer bientôt dans ces ZFE? Et j'ai du matériel à emmener. Est-ce que mon Kangoo diesel, qui a déjà 2 ans d'âge, dans lequel j'ai une capacité d'emport, et parce que moi je suis collaborateur, je sais ce que je fais au quotidien, ma capacité d'emport aujourd'hui elle n'est pas suffisante, je suis obligé de faire 2 allers-retours, et en plus demain je ne pourrai plus faire ces 2 allers-retours parce que je suis dans une ZFE. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, on ne fait pas ça chez BMW, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de mettre un trafic électrique? Oui. Et c'est tout ce questionnement-là et toute cette ouverture d'esprit dont il faut faire preuve pour mettre en œuvre le changement, créer un peu une espèce d'urgence, parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre planète, très clairement. C'est dans ces modalités-là et dans cette explication, cet accompagnement au changement qu'on doit se situer pour faire cette révolution électrique quelque part. Et anticiper ce qui, de toute façon, va arriver et va s'imposer aux entreprises. Absolument. Et alors, une autre dimension du choix du véhicule électrique, on l'a dit en commençant cette table ronde, c'est la dimension à la fois marketing et puis RH aussi un peu quelque part. C'est-à-dire que ça véhicule quelque chose de positif pour l'image de marque de l'entreprise. C'est un critère qui vous a également intéressé, ça? Oui, bah, nous, on distribue pas de l'électricité, on n'est pas EDF, mais on est quand même dans l'électricité, le fait d'être installateur. Donc avoir un véhicule électrique, ça a quand même un petit peu de sens, et encore plus quand on est installateur de bornes. Bon, voilà. Installer des bornes quand on est avec un véhicule thermique, bon, faut se justifier, quoi. C'est pas facile. Donc oui, effectivement, il y avait un sens là-dessus. Et puis, moi, j'ai toujours fait attention, effectivement, au véhicule que je choisissais pour véhiculer l'image que je souhaitais de mon entreprise à un instant T. Parce qu'une entreprise elle a besoin d'une certaine image à l'instant T et une autre image au T+1. Voilà. Et il était temps, un moment, je pense, effectivement, il y a un an, d'avoir encore une autre image de l'entreprise. Et le choix que j'ai fait sur un véhicule électrique, là c'était un BMW i3, d'avoir une image sportive, haut de gamme, qui reste dans l'air du temps, qui est moderne, novateur, qui cherche des solutions pour l'environnement, mais ça, même si c'est que pour l'environnement, ça montre quand même des recherches de solutions, voilà, et on participe à l'effort. Donc tout ça était important en termes d'image à véhiculer, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos salariés, pour qu'ils restent dans cette dynamique. On a introduit beaucoup le numérique sur nos chantiers, via des tablettes, des smartphones, etc. Ça va avec, en fait. Voilà. C'est aussi de la technologie avancée, une voiture électrique. Ça veut dire que quelque part, vos salariés sont fiers de rouler dans ces voitures électriques et ouais. Alors il y a eu des réticences au début, mais c'est bien parce que je pense que c'est pas arbitraire. On a surtout pris des volontaires dans un premier temps, des gens qui étaient vraiment super motivés, d'autres qui ont dit bon, pourquoi pas, je suis en centre-ville, etc. Après, on a trouvé des freins. Il y en a qui ont refusé. Oui, mais avec des bonnes raisons. Hein. C'était pas de mauvaises raisons idéologiques. Hein. C'était juste, par exemple, moi je suis célibataire, c'est ma seule voiture, voilà. Donc, du coup, c'est aussi un avantage que j'ai le week-end. J'ai besoin de partir voir mes parents en Normandie. Je fais comment avec mon véhicule électrique, quoi. C'est pas super confortable. Donc, je vais être obligé de m'acheter un deuxième véhicule. Donc ça, c'est un problème. Après, il y a des personnes qui ne peuvent pas charger chez eux. Ils n'ont pas tous une prise. Ils sont pas tous en pavillon. Même si c'est vrai que dans le 44, on est urbain, mais aussi rural. C'est quand même pas tout le monde, voilà. Donc ça peut être un frein, même si on a installé des bornes de recharge à l'entreprise. Et puis le dernier frein, après, quand même, c'est notre marché à nous. Autant j'ai des chargés d'affaires qui vont avoir une clientèle très centre-ville, Nantes Métropole. Et là, effectivement, ils font que des petits trajets urbains. Ils retournent à l'entreprise, ils se rechargent ou chez eux, bref, et ça se passe très bien. Et d'autres qui vont avoir des marchés un petit peu plus éloignés, sans aller très loin, hein, mais dans le 49, dans le 85 ou dans le 56. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et on peut pas. Ils ont déjà une contrainte qui est leur travail.
Enfin, c'est quand même leur premier sujet, quoi, hein. Donc, on ne peut pas leur apporter une contrainte de plus. Il faut que ce soit que du mieux, en fait. Il faut que ça leur apporte un plus. Et ça peut leur apporter un plus, parce que c'est un vrai confort d'utilisation. Et donc là, ils sont super contents. C'est aussi pratique. Et en plus, ils ont un confort, parce qu'il n'y a pas de vibration, c'est un peu automatique. Voilà, il n'y a pas de boîte de vitesse à passer. C'est puissant, etc. Donc, je pense qu'il faut que ça leur apporte un plus. Voilà, ça ne peut pas être une contrainte. C'est ça, je pense. Voilà, il faut être à l'écoute et pragmatique. Ils ont assez de contraintes comme ça. Voilà. Alors, on l'a dit, une des dimensions importantes du choix du passage à l'électromobilité pour les entreprises, vous l'avez dit, c'est la dimension économique, et notamment les avantages fiscaux qu'on peut en retirer. Laurent, c'est quoi aujourd'hui justement ces avantages fiscaux pour une entreprise de basculer une partie de sa flotte à l'électrique ou à l'hybride ? Je voudrais juste revenir sur un point que tu évoquais, Nicolas, tout à l'heure, sur les freins que pouvait représenter le passage électrique. Aujourd'hui, tous les acteurs de mobilité s'efforcent de lever ces freins. Le frein que tu évoquais, et c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui, malgré les nouvelles autonomies qui sont proposées par les constructeurs. Juste une parenthèse par rapport à ça. J'imagine que c'est aussi très fonction de la génération, c'est-à-dire que on parle souvent de la génération Y dans les entreprises. Eux doivent être plus facilement convaincus par l'électrique ou pas? Non, je crois qu'aujourd'hui, l'électrique fait sens pour tout le monde, pour tous. Vraiment. Ce n'est pas la question des nouvelles générations qui arrivent. Les nouvelles générations, elles se posent la question différemment. La nouvelle génération, elle n'est pas là pour avoir acheté un véhicule, elle est là pour se déplacer. Peu importe la modalité de déplacement, que ce soit une voiture, un ticket de métro, un vélo en libre service, qui soit assistance électrique ou non, ils sont là pour se déplacer, ils sont là pour aller d'un point A à un point B. Et c'est ça les dimensions sur lesquelles nous on travaille chez Alphabet, c'est comment est-ce qu'on rend la mobilité facile et accessible à tous. Et donc pour répondre aux freins que tu évoquais tout à l'heure, Nicolas, nous on a mis une prestation en place qui s'appelle CarSwap. C'est l'opportunité pour un collaborateur qui bénéficie d'un véhicule électrique de pouvoir avoir dans sa location longue durée un véhicule à la demande, thermique, pour d'autres déplacements. Quand il a besoin. Exactement. Et en fonction du bilan économique qui est fait, c'est une prestation qui est hyper intéressante, mais on peut aussi se dire, finalement, en termes de fréquence, ça ne va pas être l'optimum. Il y a des solutions de location moyenne durée aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre, qui vont répondre aux besoins d'une famille pour partir en vacances, pour partir en week-end, pour 2, 3, 5, 3 semaines. Et ça, c'est facile à mettre en œuvre avec les acteurs de mobilité que sont les lois régulées, et plus particulièrement avec Alphabet. Alors, néanmoins, je reviens sur ma question. Les avantages fiscaux pour l'entreprise qui veut basculer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable, quels sont-ils ? Alors, il y a déjà, on va parler de l'électricité qui est exonérée de TVA lorsqu'on fait son plein, c'est plutôt pas mal. On sait qu'il y a un réalignement diesel-essence sur la récupération de TVA en ce moment qui est dans le cadre des lois de finances annuelles. On a la mise en œuvre du bonus écologique. Et le bonus écologique, on sait tous à un moment donné que ce bonus disparaîtra. Donc, c'est pas faire de la prospective que de dire qu'un jour il disparaîtra, parce que l'équilibre entre le malus et le bonus, lui, mécaniquement, va disparaître à partir du moment où on aura fait cet effort de conversion des véhicules. Très simplement, le bonus, c'est quoi? C'est quand on achète un véhicule électrique, on bénéficie d'une prime versée par l'État, c'est ça? Absolument. Et le mécanisme est pas toujours un peu complexe. Simple. Oui. Néanmoins, alors, si vous achetez directement votre véhicule, vous pouvez être accompagné par votre concessionnaire partenaire, ou nous, on peut s'en occuper pour votre compte afin de pouvoir vous le reverser. Parce que le montant des bonus dépend du prix de la voiture, de si on est particulier ou entreprise, oui. Et il change d'une année sur l'autre aussi. Il évolue pour trouver toujours cette juste bascule. Les montants, c'est pour un véhicule. Alors, ça change en cours d'année cette année. Oui. Donc, au 31 juin, ça ne sera plus la vérité du jour. De mémoire, pour les véhicules électriques, mais je crois que tu connais ça encore mieux que moi, Nicolas. Pour les commandes de véhicules électriques, il y a une notion de prix. Il faut que le véhicule soit il y a un plafond effectivement qui a été calé à 45 000 €. Pour les commandes de véhicules électriques, au plus tard le 31 juin, et qu'on a la possibilité de livrer au plus tard le 31 septembre, livrer facturé exactement, le bonus reste à 5 000 €. Et à partir du 1er juillet, effectivement, ce bonus va perdre 1 000 €. Pour passer à 4 000 € pour des livraisons au plus tard le 31 décembre 2021. Et du coup, c'est intéressant parce que ce bonus,
vous l'avez intégré dans l'offre commerciale que vous pouvez faire aux entreprises pour l'achat de véhicules électriques, et ça permet de réduire le coût du véhicule, c'est ça? Oui, exactement. On a la possibilité aujourd'hui de déduire le montant de ce bonus, donc sur des offres de location. Nicolas pourrait en parler, parce qu'effectivement, ça a été effectivement une des grandes discussions au début, puisqu'initialement, on devait partir sur des locations de 36 mois, qui est un grand classique, 36 mois, 60 000 km. Et effectivement, le bonus de 5 000 €, et ça tout le monde le comprendra, si vous le diluez sur 3 ans ou sur 24 mois, effectivement, il sera plus présent en termes de baisse de loyer sur 24 mois que sur 36 mois. Donc naturellement, on est passé sur une location de 24 mois, 40 000 km, et ce qui a réduit substantiellement le montant des loyers. Ouais. Sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, aujourd'hui, le coût d'un véhicule électrique pour votre entreprise, il est de quel ordre aujourd'hui? Alors le TCO, le coût global de possession. Alors le TCO, on va y revenir, oui, parce qu'il faudra qu'on le calcule. C'est pour ça. En gros, ça vous coûte combien un véhicule électrique avec tout confondu, tout, l'électricité, la TVS, le machin, enfin il n'y en a pas, donc c'est pratique. L'entretien, mais il n'y en a pas, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est vrai que je suis en dessous de 400 €. Voilà. Un véhicule thermique, donc je pars sur une urbaine, là j'étais sur une i3. Si je pars sur un véhicule thermique qui va être de gamme inférieure, de puissance inférieure, vraiment d'image inférieure, il va me coûter encore 50 € plus cher. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je préfère acheter un véhicule électrique à 35 000 € qu'un véhicule thermique à 20 000 €. J'ai un coût global de possession qui est plus faible. Voilà. Et alors, si on revient sur le bonus, parce que c'était un petit peu le sujet, clairement, un bonus de 5 000 €, sur 24 mois, donc il avait plus d'impact, c'est clair. Mais on en parlait tout à l'heure, 5 000 € sur un achat à 35 000, bon, c'est un impact. Mais sur une location de 2 ans qui va vous coûter à peu près 10 000 € sur les 2 ans, 5 000 € de bonus sur 10 ou 15 000 €, c'est un impact énorme. Voilà. Et donc c'est pour ça que le bonus, comparé à un loyer et pas comparé à un prix de vente, ça n'a plus du tout le même impact. Donc le bonus est vachement important dans le choix. Ouais. Donc oui, c'est un élément important. Il est super important. Je fais un appel pour qu'il reste pendant quelques années à ce montant-là. Voilà. Vous l'avez dit également. Si M. Macron nous entend, s'il vous plaît. Ne baissez pas trop le bonus. Il y a également de l'intérêt parce qu'il n'y a pas de taxe sur les véhicules de société. Exonération, oui. Et pour les véhicules électriques, c'est ça? Pour les véhicules électriques et exonération partielle pour les véhicules plug-in hybrides. Et il y a également une taxe sur les assurances qui disparaît? Alors la taxe sur les assurances, je vais être très honnête, je la connais pas, je connais pas exactement les montants de fonctionnement. Je crois, par an à peu près de réduction. Alors, l'année prochaine, les bonus vont encore diminuer. Peut-être que ça va être, du coup, vous l'avez dit, Nicolas, plus compliqué pour construire une offre commerciale compétitive. Mais il y a d'autres critères qui doivent être pris en compte par les entreprises qui veulent faire ce choix de l'électromobilité. C'est les contraintes réglementaires. Parce que là, on est plus dans, vous l'avez dit, la motivation, marketing, RH, la motivation écologique, le fait de lutter contre le réchauffement. Mais il y a aussi des contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc on l'a vu, il y a la création des zones à faible émission qui font qu'à un moment ou un autre, les diesels ne pourront plus accéder au centre-ville. Et puis, il y a aussi des contraintes réglementaires sur les flottes d'entreprises pour le renouvellement de ces flottes. En 2 mots, expliquez-nous comment ça fonctionne, Laurent. Dans un contexte global et extrêmement volatile, comme on peut le connaître actuellement, que ce soit au niveau français, au niveau international, on a des grandes choses qui sont mises en place. On a CAFE, la norme CAFE qui se met en œuvre pour les constructeurs qui visent à les engager à créer des véhicules qui émettent moins de CO2. On a WLTP qui se veut être une mesure plus fidèle des émissions réalisées par les véhicules. Et enfin, on a la loi d'orientation des mobilités, c'est là où tu voulais en arriver, qui va contraindre, j'aime pas trop ce terme-là, mais malheureusement, ça va être une contrainte. C'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est urgent d'anticiper et de se poser les questions de l'électromobilité, ou en tout cas des modalités de déplacement dans l'entreprise dès aujourd'hui, qui vont contraindre les entreprises à des renouvellements avec des véhicules à faible émission, moins de 60 grammes de CO2, à hauteur de 10% à partir de l'année prochaine. Moins de 60 grammes de CO2, ça veut dire que c'est des véhicules électriques, soit d'électrique, ou hybrides rechargeables. Soit du plug-in hybride rechargeable, mais pas tous. Parce qu'on a des véhicules qui sont PHEV aujourd'hui, qui vont malheureusement dépasser cette limite de 60 grammes de CO2 par kilomètre. Donc eux, bien évidemment, ne seront pas concernés par les renouvellements. Donc ne pas se tromper dans les choix du dirigeant d'entreprise. S'il a envie de se faire plaisir, et on va le dire, de prendre un gros SUV en hybride rechargeable, il y a des chances qu'il fasse plus de 60 grammes de CO2 chez certaines marques.
Alors ça, c'est pour les entreprises qui ont des flottes conséquentes, plus de 100 véhicules. Absolument. Mais ça concerne la maison mère et les filiales. Donc on peut y arriver assez rapidement. À partir de l'établissement, à partir du moment où l'établissement dépasse ce seuil, il se voit engagé à le réaliser. Et de toute manière, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que au-delà de cette obligation, au-delà de cette impérieuse urgence à changer les usages, de toute manière, les collaborateurs, et tu en es un exemple vivant, les collaborateurs et les chefs d'entreprise se posent ces questions-là et ont envie d'aller vers ces dimensions de changement de nature de mobilité. Et alors, on l'a vu, donc il y a un vrai avantage, il peut y avoir un vrai avantage économique pour l'entreprise à basculer aux véhicules électriques, et ça, on le mesure en calculant le TCO. Vous en avez dit 2 mots tout à l'heure, oui. Nicolas. Le TCO, c'est quoi? C'est quoi le TCO, Laurent? Comment on le calcule? Et puis on viendra un acronyme anglais qui veut dire Total Cost of Ownership. C'est le coût complet de détention d'un véhicule. Quel qu'il soit. On le calcule sur les véhicules thermiques. Électrique, thermique, c'est vraiment le coût que représente l'ensemble des éléments liés à la mise à disposition d'un véhicule dans une entreprise. Son coût de location, sa consommation de carburant, les impacts fiscaux qui sont autour de la mise à disposition d'un véhicule. Tous ces éléments-là vont rentrer dans l'analyse de la recherche d'économie que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que sans la mise en œuvre de ce TCO, on n'est finalement pas vraiment capable de considérer l'ensemble des éléments qui constituent une dépense pour l'entreprise et donc l'amélioration de cette dépense et son optimisation. Et il faut bien voir, et on parlait des usages tout à l'heure, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que, et ça va peut-être faire un peu grincer des dents en termes de positionnement, mais il y a des usages qui aujourd'hui, sauf à dire qu'en termes de ressources humaines, on veut attribuer un véhicule à des collaborateurs, il y a des collaborateurs qui n'ont pas besoin de véhicule. Oui. Et à qui on peut offrir un crédit mobilité qui va lui permettre de se déplacer en train, en métro, en vélo à assistance électrique et consorts. C'est repenser vraiment aujourd'hui, et c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est vraiment repenser les modalités d'usage et les modalités de déplacement. C'est vrai dans les grandes zones urbaines, mais c'est aussi vrai dans des agglomérations qui sont plus raisonnables parce qu'elles font le choix aussi de s'inscrire dans des ZFE. Un des exemples emblématiques des ZFE, c'est Grenoble. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement qui s'opère dans cette agglomération-là et qu'il y a aussi la mise à disposition d'infrastructures de déplacement qui se met en œuvre, parce que ce n'est pas uniquement des contraintes, c'est aussi, la loi d'orientation des mobilités, ce n'est pas uniquement une contrainte, c'est aussi une opportunité de mise en œuvre de nouvelles modalités de mobilité. Oui, c'est un changement culturel à tous les sens du terme, en fait. Pour calculer ce TCO, qui semble un peu complexe quand même, vous pouvez aider vos clients, Nicolas, à faire ça, ceux qui viennent vous voir pour basculer à l'électrique, ou il faut plutôt solliciter une société comme Alphabet, ou on peut le faire tout seul? Comment vous avez fait? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, moi, j'ai un outil qui me permet effectivement de faire ce calcul TCO. Et parfois, j'oblige les gérants de société parce qu'il y en a effectivement, tout ce qui les intéresse, c'est le loyer. Sauf que le loyer, c'est une chose, mais comme le disait Nicolas, un véhicule plus cher peut parfois, en coût global de détention, être inférieur. Donc effectivement, je leur mets en place un calcul TCO qui va intégrer toutes les prestations qu'ils souhaitent, l'entretien, l'assurance, les pneumatiques, etc., pour leur prouver effectivement que parfois un électrique ou un hybride rechargeable sera mieux positionné en termes de coût global par rapport à un véhicule qui pourrait être thermique, qui pourrait être moins cher d'ailleurs. Oui, on peut le faire effectivement très en amont, c'est-à-dire quand on hésite simplement et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire exactement. Exactement. D'accord. Alors, dans le TCO, est-ce qu'il faut tenir compte d'une des données importantes quand on bascule au véhicule électrique, c'est l'installation des bornes de recharge. Alors vous dites aujourd'hui, vous en avez fait une partie de votre business, l'installation des bornes. Oui, ça l'était déjà avant. C'était avant, c'était le cas déjà avant. Voilà. D'accord. Ça coûte combien une borne alors, tout dépend de ce qu'on entend par borne. Hein. Ça peut être, en fait, on peut déjà, pour rassurer tout le monde, on peut charger sa voiture avec une prise standard. Hein. Une petite prise 16 ampères de chez soi, on peut la charger. Alors, mais pour une entreprise, ça veut dire qu'une entreprise qui bascule une partie de sa flotte avec des véhicules électriques, est-ce qu'il faut quand même qu'elle installe des bornes ou elle n'est pas obligée? Ouais.
Ah oui. On peut pas. Ça, c'est vrai Non. pour le particulier Non, de le oui, brancher voilà. sur sa prise Pour de chez vie. soi, on rentre chez soi, on la branche, on l'a toute la nuit devant nous, elle va charger toute la nuit, ça va être très bien, c'est suffisant en fait. J'ai envie de dire, chez soi, on n'a pas besoin d'avoir une super borne, hein, une prise de courant, c'est super. Arrive en entreprise, c'est plus pareil. C'est-à-dire que si on met des bornes en entreprise, c'est-à-dire qu'on part du principe que les salariés n'ont pas forcément la borne chez eux déjà pour se charger et qui vont faire des trajets dans la journée. Donc il faut que quand ils arrivent, en fait, le réflexe avec une électrique, c'est pas je suis sur la réserve, je vais me charger, c'est je me charge tout le temps. Je me garde, je me charge en fait. C'est ça un peu le réflexe d'une électrique. Donc, et du coup, des fois, vous allez avoir des charges de 10-15 minutes si la borne est puissante. Voilà. Alors, en termes de coût, effectivement, quelques centaines d'euros pour la prise qu'on va mettre toute simple. Voilà. Et puis après, sur une prise, sur une borne d'entreprise à 22 kW, c'est ce qu'il faut. Il faut compter la borne à 3 000 euros quand même. Il faut compter 3 000 euros la borne. Et puis après, il y a l'installation derrière. Donc à la borne, c'est une chose posée et la mise en service, c'est à peu près 3 000 euros. Mais après, il faut compter le raccordement de la borne. Et là, c'est quand même des choses qu'il faut bien étudier en amont. S'il peut y avoir un impact sur le dimensionnement de l'installation électrique. Global de l'entreprise. Global, parce que en fait, vous pouvez vous retrouver avec des compteurs à remplacer, augmenter l'ampérage de l'installation, voire changer des câbles d'alimentation. C'est arrivé, nous, on va prendre le cas de chez nous, on a dû même reterrasser une partie du terrain pour avoir des câbles d'alimentation plus importants. Donc, il peut vraiment avoir un impact. Voilà. Et qui peut conseiller l'entreprise sur ça? Vous, Alphavé, vous le faites? Vous pouvez regarder ce que dit Nicolas, quel est le dimensionnement du réseau électrique de l'entreprise, etc. En fait, l'infrastructure de recharge, il faut la considérer dans sa globalité pour la mise à disposition de véhicules électrifiés. Ce n'est pas uniquement la mise en place d'une borne qui va se faire au domicile du collaborateur, ce qui est possible, ou au sein de l'entreprise, c'est dans quel environnement mes collaborateurs évoluent. Est-ce que j'ai une infrastructure de recharge qui va me permettre de mettre en place ces véhicules électriques. Donc, la charge au domicile, c'est une chose. La charge à l'entreprise, c'est un impératif, c'est une obligation quasiment aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de questionnement à se poser. Après, c'est le dimensionnement de l'infrastructure qui est à mettre en œuvre et qui doit se faire dans la globalité de l'écosystème que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire dimensionnement, c'est en gros combien de bornes il faut installer? Eh ben justement, c'est à chaque usage son dimensionnement et ça va dépendre de la nature des véhicules qui sont mis à disposition, du PHEV, de l'électrique, ça va dépendre du kilométrage parcouru par le collaborateur, ça va dépendre de la capacité en termes de kilométrage des véhicules et ça va dépendre également de la rapidité de recharge des véhicules. On évoquait tout à l'heure le 22 kW, c'est très bien pour du full électrique. Néanmoins, aujourd'hui, un plug-in hybride, c'est du 7 kW maximum dans les meilleurs cas, et ça ne va pas se recharger aussi vite, et ce n'est pas le même besoin en infrastructure qui est à mettre en œuvre. Donc c'est ça qu'il faut considérer, qu'il faut analyser. Nous, on a un logiciel qui nous permet d'analyser le potentiel d'électrification d'une flotte en fonction des usages et qui permet également d'envisager quelle est l'infrastructure à mettre en œuvre. Et pour ce faire, on a des partenaires par ailleurs qui sont capables de nous accompagner pour le déploiement d'une infrastructure, qu'elle soit au domicile du collaborateur et encore plus au sein de l'entreprise. Et alors ça, est-ce qu'il faut installer des bornes à l'entreprise, on l'a bien compris, mais également au domicile du salarié, ou ça, c'est pas obligatoire? C'est un choix de l'entreprise que de le mettre en œuvre. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Après, il y a des solutions technologiques dans les bornes de recharge, mais tu en parleras beaucoup mieux que moi, qui permettent de faire la part entre une recharge qui va être faite à titre professionnel et une recharge qui sera faite à titre personnel, ce qui permet d'avoir un juste déclaratif pour le collaborateur dans le cadre des remboursements que l'entreprise devra effectuer à son collaborateur sur sa consommation d'électricité. Sauf alors, ça rentre un peu dans la technique, mais en gros, quand vous installez une borne à domicile, ça va être sur votre compteur personnel. Ouais. Sinon, il faudra avoir un autre compteur qui serait pris en charge par l'entreprise, ce qui est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, la technologie qui est embarquée dans les bornes que l'entreprise de Nicolas installe permet de faire cette différenciation avec du paramétrage. C'est-à-dire que c'est pas juste une boîte avec une prise de courant et une borne aujourd'hui. Ouais. C'est un concentré de technologie qui va alimenter un autre concentré de technologie qui est le véhicule électrique avec des softwares qui sont incroyables aujourd'hui. Et alors, du coup, comment on gère l'accès aux bornes dans une entreprise? Vous disiez, vous avez 12 véhicules électriques et 2 bornes, hein, c'est ça? Oui, donc 2 bornes avec 2 ports, donc ça fait 4
Ouais. 4 prises. Voilà. 4 prises. Ça fait 4 prises au final. Aujourd'hui, donc, si on va sur une borne connectée, supervisable, etc., donc c'est les bornes intelligentes qui sont dédiées aujourd'hui aux professionnels, on peut faire grosso modo ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre la politique tarifaire qu'on veut, en fonction des véhicules qu'on veut, en fonction des utilisateurs qu'on veut. On peut suivre le taux de remplissage en fait, de la borne pendant toute la journée. C'est-à-dire que si on se rend, parce que la question qu'on peut se poser, c'est il me faut combien de bornes pour combien de véhicules. Oui. Voilà. En fait, aujourd'hui, quand on vous livre une borne connectée, vous avez une application qui vous permet de suivre la charge durant l'année et le taux de non-utilisation de la borne. Donc si finalement vous vous rendez compte que votre borne elle est utilisée qu'à 30% du temps, parce que des fois vous avez vos collaborateurs qui vont dire je suis arrivé, il faut racheter des bornes, il n'y en a plus. Mais en fait, si vous regardez un petit peu, vous allez voir que finalement il est peut-être utilisé que 30%, il y a peut-être autre chose à mettre en place. Voilà. Aussi, on peut avoir des alertes, c'est-à-dire que celui qui charge sa borne, il est tout de suite alerté sur son téléphone, comme quoi elle est disponible. Ouais. Et vous, par exemple, si vous arrivez et que la borne n'est pas disponible, vous pouvez aussi vous mettre en file d'attente. Ce qui veut dire que quand la voiture sera chargée, vous allez recevoir un message, la voiture précédente, vous allez recevoir un message et on va vous dire, c'est bon, la voiture précédente est chargée, tu peux venir et en plus, tu es prioritaire. Voilà. D'accord. Alors, on peut gérer ça pour optimiser les bornes. Donc finalement, sur une borne avec 2 prises, on peut, je ne sais pas combien de voitures, ça dépend, mais je pense que mal utilisé, on va s'arrêter à 3, et peut-être bien utilisé, on va aller jusqu'à 8 ou 10. Quoi. Très bien. Merci en tout cas pour tous vos conseils et vos réflexions. On va passer la parole, on va prendre les questions qui sont arrivées pendant toute la durée de la table ronde. Une dernière question pour vous, Nicolas. Aujourd'hui, donc vous avez basculé 12 véhicules à l'électrique. Oui. Vous en êtes toute votre réflexion? Vous allez continuer à basculer d'autres véhicules? Vous parliez des véhicules utilitaires et voire des gros utilitaires, oui. Des camions. Oui. Il y a une réflexion qui est en marche. Oui, il y a une réflexion. Si les gens ne reviennent pas à l'entreprise pour se charger, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je ne peux pas accueillir mes 100 véhicules le soir à charger et les gens repartent avec le leur et reviennent le lendemain prendre leur véhicule chargé. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas un parking assez grand pour mettre 100 camions. Par contre, il y a certains usages, comme la livraison, par exemple. Nous, on souhaite mettre en place un service de livraison dans l'entreprise pour pouvoir livrer dans la journée nos chantiers de manière indépendante. Là, on va prendre des camions de livraison. Ça a tout un sens, du coup, d'avoir des camions électriques qui ne vont pas avoir une autonomie extraordinaire, mais bon, même s'ils font 100, 150, même moins de 200 km, on va y arriver parce qu'en fait, un camion de livraison, il fait sa tournée, il livre, et il revient à l'entreprise, il charge. Ouais. Pendant ce temps-là, il reprépare du matériel, etc. Et du coup, on a eu une demi-heure, une heure et demie de charge. Donc, et on repart en livraison. Donc sur la livraison, je pense que c'est vraiment possible. Voilà. Donc ce sera la prochaine étape pour les utilitaires. Ouais. Les utilitaires de livraison. Merci. Ce qui est génial dans ce que tu dis, Nicolas, c'est encore une fois, le maître mot, c'est analyser les usages pour savoir quel est le potentiel d'électrification. C'est vraiment ça qui est la clé du succès aussi dans cette mise en œuvre d'électrification. Très bien. Merci à tous les trois. On va prendre les questions, enfin quelques-unes des questions qui sont arrivées pendant la table ronde, parce que malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes les questions. Les personnes qui ont posé des questions auxquelles on ne répondra pas, on vous les fera suivre et vous pourrez leur répondre directement. Parmi les premières questions qui sont arrivées, il y en a pas mal qui concernent les salariés, et l'entreprise et la gestion de l'électromobilité. Par exemple, quelqu'un demande, est-ce qu'un salarié peut utiliser la borne de recharge qui est installée dans l'entreprise pour charger son véhicule particulier? Il a une voiture électrique, il vient au boulot en voiture électrique. Est-ce qu'il peut se recharger sur la borne? Du coup, je vais prendre la parole. Oui, complètement. Après, c'est le choix de l'entreprise. Les bornes sont complètement paramétrables. Donc, si je décide d'ouvrir ma borne gratuitement, alors, soit mes salariés qui ont un véhicule d'entreprise, mais aussi à tous mes salariés, même s'ils n'ont pas un véhicule d'entreprise et c'est leur véhicule personnel, je peux le faire. Je peux même l'ouvrir à l'extérieur. Je peux mettre la politique de tarification que je souhaite. Si je veux un tarif pour telle personne parce qu'ils ont un véhicule professionnel et les autres qui ont un véhicule personnel, je leur mets un autre tarif, je peux le faire. Gratuit pour l'un, pas gratuit pour l'autre, tel prix pour l'un, tel prix pour l'autre. Je peux aussi mettre un tarif pour des gens qui viendraient de l'extérieur. C'est-à-dire que je peux rendre ma borne visible de l'extérieur. Si quelqu'un cherche une borne et est en panne, il peut très bien dire tiens, je passe devant L2D, il y a une borne publique, je vais me brancher. Et là, je vais refacturer le
le kilowattheure au prix que je souhaite, entre guillemets. Là, par contre, il faudrait un petit peu cadrer un peu mieux parce qu'il peut y avoir des dérives. Voilà, donc il faut rester raisonnable, bien entendu, pour être sain commercialement. Et alors, autre question qui va un peu dans le même sens, le salarié qui charge son véhicule professionnel à son domicile, qui paye la facture? Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est lui? Aujourd'hui, on peut très bien imaginer que quand c'est des besoins professionnels, il charge à l'entreprise. Si c'est chez lui, c'est que c'est pour un besoin personnel. On peut très bien avoir cette politique-là. Maintenant, on peut très bien aussi l'indemniser sur la base d'un forfait ou du déclaratif. En fait, je pense que tout est possible. On peut aussi mettre une borne qui va être compatible avec le pool de bornes qu'on installe à l'entreprise, de coûts qui vont être connectés, et pouvoir être capable de gérer une tarification à zéro grâce à son smartphone ou sa carte quand on arrive chez soi, pour que le salarié, quand il se branche, on ne lui fait pas facturer, et ça se voit même pas sur sa note EDF, en fait. C'est l'entreprise qui va le payer directement. On peut aussi faire ça. En fait, aujourd'hui, je crois que... La technologie permet comme vraiment disait de Laurent, faire en plein de fait, choses. c'est une borne, elle apporte de l'électricité, mais il y a aussi, et beaucoup, je crois que pour 50%, c'est de la data. Du traitement informatique avec du service informatique et plein de capacités de programmation possibles très flexibles. Alors, une question pour Laurent. Quelqu'un voudrait avoir un peu plus de détails sur votre option Car Swap, dont vous avez parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir donner le choix entre un véhicule électrique et au besoin un véhicule thermique, c'est ça? Absolument. C'est pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de mobilité des collaborateurs. Et on se doute bien que sur certains usages, le véhicule électrique ne va peut-être pas pouvoir remplir l'ensemble de sa destination, à savoir me déplacer pour mes vacances ou de partir en week-end. Donc l'idée de la prestation CarSwap que nous avons créée chez Alphabet, c'est de répondre à ce qui était un frein évoqué par Nicolas tout à l'heure, mais surtout de donner une solution pour lever ce frein et en faire une opportunité. Pourquoi est-ce que je polluerais la semaine avec un véhicule thermique alors que finalement je peux me débrouiller avec mon véhicule électrique? Donc j'ai mon véhicule électrique pour mes déplacements au quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et lorsque j'ai besoin d'un véhicule de plus grande taille, et ça il y a un certain nombre de modalités qui sont à voir avec le client en fonction de ses besoins, que ce soit en termes de taille de véhicule, en termes de nombre de jours de mise à disposition du véhicule, pour que ça soit simple à mettre en œuvre et d'obtenir un véhicule thermique à la demande d'une certaine manière. C'est-à-dire que je veux partir en vacances, j'appelle Alphabet. Je dis voilà, je vais partir en vacances au mois d'août, je vais à tel endroit, donc je préférerais avoir un véhicule diesel de telle catégorie, et en fonction de ce qui a été souscrit dans son offre CarSwap, il va bénéficier de ce véhicule pendant la période donnée, et à la fin, il retournera à son activité normale avec son véhicule électrique. Et ça c'est valable quelle que soit la taille, j'allais dire, de la flotte d'entreprise, de votre client, ou c'est réservé quand même plutôt à des grands groupes? C'est une prestation qui est ouverte à tous. C'est juste une prestation qui s'ajoute dans le montant de la location longue durée. C'est vraiment un service, à l'instar de l'entretien, à l'instar de la fourniture des pneumatiques. C'est une prestation supplémentaire qu'on peut offrir aux collaborateurs de nos entreprises clientes. Nicolas Girardot, est-ce que ça, c'est une attente chez vos clients qui viennent vous voir pour dire « Ok, je voudrais bien avoir basculé à l'électrique, mais est-ce que je pourrais avoir un véhicule thermique au besoin ?» Est-ce que c'est quelque chose qu'ils évoquent? Oui, c'est une attente, parce qu'il y a toujours ce souci de l'autonomie. Donc, effectivement, pour les trajets quotidiens, ça peut le faire. Pour les vacances dans le sud-ouest de la France, ce sera peut-être un petit peu plus complexe. Donc après, il y a une autre possibilité. Effectivement, on a un service de location courte durée chez nous, avec possibilité de mise en place de barèmes spécifiques et d'accords spécifiques avec Nicolas Oudot, par exemple, pour ses salariés lorsqu'ils ont besoin effectivement d'un véhicule pour 15 jours, 3 semaines pour les vacances. Vous avez ce type de possibilités? Oui, c'est possible. On ne l'a pas encore mis en place. Mais c'était une réflexion justement, c'est une question que j'avais demandé à Nicolas Girardot. Et ça peut être un levier pour enlever des freins et pousser un peu plus vers l'électromobilité. Voilà. Alors, une autre question. On a parlé beaucoup dans cette table ronde de la nécessité de lutter contre les freins à la modernité et de bien associer tous les salariés. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut imposer à un salarié d'avoir un véhicule électrique à partir du moment où la flotte bascule à l'électrique? C'est le choix de l'entreprise que d'attribuer des véhicules. Il faut savoir que pour la quasi-totalité de nos clients chez Alphabet, le véhicule, c'est avant tout un outil de production. C'est-à-dire que c'est un outil qui est nécessaire pour les déplacements professionnels du collaborateur. Donc sans cet outil de production,
les performances de l'entreprise vont s'en trouver dégradées. Donc, que ce soit un véhicule électrique ou un véhicule thermique aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est une fausse question. C'est le choix de l'entreprise, le choix économique de l'entreprise que de les mettre en place. Et c'est un choix qui se fait en toute conscience, en ayant regardé le TCO. Enfin, voilà, la démarche qui a été mise en œuvre et décrite par Nicolas, c'est la même chose que de se dire, est-ce que je prends tel modèle diesel ou tel modèle diesel ? Qu'est-ce qui va être le plus efficace pour la rentabilité de mon entreprise ? Et en l'occurrence, si une entreprise propose un véhicule diesel à son salarié, il ne peut pas refuser non plus. Il doit prendre le véhicule qu'on lui donne. De la même manière. Et dans les entreprises qui sont très structurées, il y a des carbolicies qui sont parfaitement définis en fonction des catégories de collaborateurs dans l'entreprise. Un tel aura le droit, je ne sais pas, à une Clio et un autre aura le droit à une 3008. On a une question qui arrive, qui porte sur l'autopartage. Alors, est-ce qu'on peut trouver des liens entre le basculement de la flotte d'entreprise à l'électrique et l'autopartage? Est-ce que ça peut faciliter, est-ce qu'on peut encourager dans le même temps l'utilisation de véhicules électriques et l'autopartage entre les salariés qui sont plutôt sédentaires pour le coup? Alors, moi, je vais parler pour mon activité. Hein, j'ai du mal à le concevoir parce que mes chargés d'affaires vont sur un chantier qui suivent et ils ne sont pas deux à suivre le même chantier. Ouais. Donc non, ça me paraît compliqué. Après d'avoir effectivement un pool de véhicules. Alors, en fait, j'aurais peut-être fait dans l'autre sens. J'aurais peut-être poussé un petit peu plus la mise en place de véhicules électriques, si c'est dans ce sens-là qu'on souhaite vraiment aller. Et par contre, mettre en place quelques véhicules thermiques dans l'entreprise pour les quelques fois où on fait des déplacements. Parce qu'en fait, on se rend compte que les freins, c'est quand même pour l'exception. C'est l'exception qui va embêter le salarié, hein, c'est clair. Donc mais du coup, c'est vrai qu'on va arrêter l'élan pour une exception. Mais en même temps, cette exception, il faut la traiter parce qu'on ne peut pas laisser un salarié avec sa contrainte de véhicule. Enfin, bon, il travaille quand même, hein, donc c'est pas pour lui rajouter, pour le plaisir, une contrainte de véhicule électrique. Donc je pense que mettre à disposition un véhicule thermique qui ne serait pas attribué à un salarié, mais qui serait disponible pour des plus grands voyages, je pense que c'est. Avoir un véhicule en libre service. Par contre, je reviens quand même. Hein, là, si on commence à rajouter un véhicule, il faut regarder le coût. On va regarder le coût parce que si on diminue les bonus, que notre TCO électrique il augmente, il y a un moment on va tous passer au thermique. Hein. Donc voilà, on a tous envie de faire quelque chose, d'aller vers l'électricité, vers cette nouveauté qui a forcément du sens. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas de mauvaise odeur en ville, et quand même c'est quand même vachement agréable. Maintenant, si on parle des entreprises, les clientes, une entreprise achète parce que c'est moins cher. Elle n'achète pas pour ajouter des coûts à son entreprise. Hein. Enfin, on entend bien le message que vous voulez. On a un compte de résultats à passer, hein, donc il y a un moment il faut améliorer les chiffres. Le message que vous voulez faire passer au pouvoir public, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. Baissez pas les bonus et surtout donnez-nous de la visibilité. C'est-à-dire que quand on s'enclenche dans un projet comme celui-là, c'est une vraie stratégie. Enfin, il faut qu'on sache où on va. Prendre une flotte thermique, la passer en électrique, c'est une vraie stratégie. Une stratégie, c'est du long terme. C'est pas 8 mois. Mais est-ce qu'on peut imaginer de faire marche arrière? Vous disiez, si les bonus sont réduits, pour nous, ça n'a plus d'intérêt. On peut imaginer de rebasculer au thermique. Oui, clairement, oui. Si à un moment, ou alors on arrive à vendre plus cher, hein, mais bon, je pense que tout le monde, je pense pas que ce soit la bonne solution. Donc à un moment, si la bonne solution, en termes de prix, c'est du thermique, sachant que comme je disais, d'un point de vue environnement et CO2, tout le monde est très informé chez les salariés, dans la population de manière générale, pour connaître les avantages et les inconvénients de tout le monde. Voilà. Donc on ne peut pas raconter la messe. Hein. Enfin, à un moment, on peut pas être angélique sur le sujet. Quoi. Les gens sont informés et ils ne vont pas prendre des contraintes complémentaires, savoir que ça a des coûts pour l'entreprise, sachant que le bilan complet, à aujourd'hui, en 2021, on n'est même pas sûr de dire que c'est meilleur. Si on se dit... Après, si c'est le bon sens et qu'effectivement on va se progresser et que ce sera vraiment l'évolution, c'est super. Mais c'est plus dur à faire passer quand même si on ne coche pas toutes les cases. Alors, on l'a bien compris, le message qu'on fait passer au pouvoir public, c'est si on veut développer l'électrique, il ne faut surtout pas d'abord baisser les bonus, puis il faut avoir un peu de visibilité. Il faut aussi développer l'infrastructure. Il y a une question qui porte sur le nombre, en gros le nombre de bornes qui existent aujourd'hui dans l'espace public pour recharger des véhicules. L'entreprise peut avoir des bornes pour ses propres véhicules chez elle, mais les salariés peuvent avoir besoin de recharger quand ils vont en déplacement en centre-ville, etc. On en est où du déploiement de cette infrastructure aujourd'hui, Laurent ? Alors, l'ambition du gouvernement français, c'est ce qui est inscrit dans la loi d'orientation de mobilité au titre de l'année 2021,
c'est 100 000 bornes à disposition sur le territoire, qui devraient permettre un maillage suffisant pour opérer des déplacements simplifiés avec n'importe quel type de véhicule électrique, même avec des véhicules électriques qui n'auraient une autonomie entre guillemets que de 300 km. Je vous rappelle qu'il y a encore 5 ans, on parlait de véhicules qui avaient au final en autonomie réelle 85 km. Donc il y a une vraie évolution, il y a une vraie volonté du développement de ces infrastructures de recharge. Ce n'est pas tellement sur le nombre de bornes qu'il faut interpeller le législateur, c'est sur leur état de fonctionnement qu'il est nécessaire de l'interpeller. Une borne sur l'espace public, c'est une borne qui doit fonctionner. Ce n'est pas une borne qui est en panne. Et alors du coup, l'accès à ces bornes pour des salariés d'entreprise, elle peut se faire facilement en leur donnant, j'imagine, une carte pour se connecter. Enfin voilà, tout ça fonctionne parfaitement bien aujourd'hui. À l'instar d'une prestation qui est la fourniture d'une carte pétrolier, qu'elle soit de n'importe quel pétrolier présent sur le territoire français, on offre une prestation de carte de recharge qui va vous permettre d'accéder aux bornes de recharge sur le domaine public. Et vous avez également des cartes qui font de la carburation classique, enfin du thermique et de la recharge électrique, et des cartes qui vont aussi vous permettre de faire la différenciation dont on parlait sur les consommations au domicile du collaborateur. Alors oui, ça peut être par smartphone. Pour nous, loueurs, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre en termes d'infrastructure parce qu'on ne sait pas qui est équipé de smartphone ou non. Néanmoins, ça se met en place par l'intermédiaire d'une carte. Le collaborateur, le soir, dit « je me recharge à titre professionnel ». Je bip, je me recharge à titre professionnel, je ne serai pas impacté. Je recharge à titre personnel. Je badge ou je ne badge pas, ça dépend de l'option qui est choisie. Et derrière, je serai facturé sur ma consommation propre. Nicolas, vous vouliez ajouter un mot sur le déploiement des bornes au niveau sur l'espace public ou... Oui, c'était un constat. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas qu'il y en a beaucoup, mais bon, les applications fait qu'on peut quand même vite trouver quand même la borne. Alors on calcule le chemin rapide, allez hop, on passe par là, et puis je vais trouver une borne, c'est super. Ce qui est désastreux, c'est quand vous suivez le GPS et vous trouvez une borne, c'est super, et puis elle marche pas, quoi. Enfin, voilà, c'est terrible. donc un vrai travail sur l'installation et l'état des bornes. Après, je sais pas. Peut-être que l'électrique est fait pour être urbain. Hein. J'ai pas de religion sur le sujet. Hein. Peut-être qu'on peut trouver un équilibre avec l'hybride, le thermique, l'hybride rechargeable. Il y a peut-être un beau monde à construire avec tout le monde. Hein. Merci. Écoute, il me reste à vous remercier tous les trois pour avoir participé à cette table ronde et donner rendez-vous aux personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et à d'autres pour visionner cette table ronde sur notre site, le Journal des entreprises, ou sur celui de notre partenaire BMW Mini Pays de Loire Automobile. Voilà, merci beaucoup à vous trois et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.